13h30 sur les ondes de Radio Tunis, Chaîne Inter, le journal de 13h30. Au sommaire de cette édition, deuxième jour d'escalade militaire entre l'Iran et Israël, l'armée israélienne vise de nouveau les défenses aériennes et les lanceurs de missiles iraniens. Il assure avoir tué les hauts gradés militaires de l'Iran ainsi que 9 scientifiques et experts nucléaires iraniens. L'Iran lance de nouveaux missiles contre Israël et affirme avoir visé des installations militaires et israéliennes. Israël prévient que Téhéran brûlera si l'Iran tire de nouveaux missiles sur Israël. L'escalade militaire entre l'Iran et Israël fait craindre un conflit prolongé. Quel est l'équilibre des forces entre les deux pays et l'Iran a-t-elle les moyens de redorer son blason? Dossier dans ce journal. La Tunisie abrite aujourd'hui et demain la première conférence One Health dans la région MENA. Objectif renforcer la coopération régionale pour mieux prévenir, détecter et répondre aux menaces sanitaires émergentes, dossier dans ce journal. Le GTT annonce la reprise la semaine prochaine des négociations sociales dans le secteur privé. Dans la bande de Gaza, la guerre d'extermination se poursuit. Au moins 27 martyrs sont tombés depuis l'aube. Et en football, le mondial des clubs débute ce soir aux États-Unis. 32 équipes sont en lice. Les Égyptiens d'Al Ahly affronteront en ouverture l'Inter Miami en Floride. L'Espérance sportive de Tunis entrera en jeu mardi 17 juin. Madame, monsieur, bonjour. Deuxième jour de guerre entre Israël et l'Iran. L'armée israélienne a mené aujourd'hui de nouvelles frappes sur des villes de l'ouest et du nord-ouest de l'Iran, abritant des bases militaires clés. Ces frappes ont touché la ville de Tabriz, dans le nord-ouest, ainsi que des parties de 3 provinces occidentales. L'armée israélienne a indiqué avoir visé les défenses aériennes dans la région de la capitale iranienne et des lanceurs de missiles sol-sol. Elle a également annoncé que ses avions de chasse sont prêts à reprendre leurs frappes sur de nouvelles cibles à Téhéran. Intensifiant ces opérations pour démanteler les capacités militaires iraniennes, le chef d'état-major et le chef de l'armée de l'air israélien ont déclaré que les voies vers l'Iran ont été ouvertes. Ils ont indiqué que l'armée procède conformément à ses plans opérationnels. Israël affirme avoir touché plus de 200 sites militaires et nucléaires iraniens. L'armée israélienne a également assuré avoir tué les plus hauts gradés militaires de l'Iran. Elle a également assuré avoir tué 9 scientifiques et experts du haut niveau qui faisaient progresser le programme nucléaire iranien. La télévision d'État iranienne a confirmé ce matin la mort de 3 autres scientifiques du nucléaire dans les attaques terroristes du régime sioniste, portant donc à 9 le nombre total de ces experts tués depuis hier. L'armée israélienne a estimé que l'élimination de ces scientifiques représente un coup dur pour la capacité de l'Iran à acquérir des armes de destruction massive. Le représentant iranien à l'ONU a fait état de 78 morts et plus de 320 blessés, dont une large majorité de civils dans l'attaque israélienne. De son côté, l'Iran a tiré ce matin de nouveaux missiles contre Israël. Elle a affirmé avoir ciblé des installations militaires israéliennes. Hier soir, les missiles iraniens ont causé d'importants dégâts dans la région de Tel Aviv où le bâtiment du ministère israélien de la guerre a été touché. Les secours israéliens ont fait état aujourd'hui de 3 morts et de 172 blessés. Plusieurs missiles iraniens ont été interceptés. Un responsable américain a révélé sur CNN que les États-Unis ont aidé Israël à abattre les missiles iraniens. Après la riposte iranienne de la nuit à l'attaque massive d'Israël sur l'Iran, le ministre israélien de la guerre a déclaré ce matin que Téhéran brûlera si elle tire de nouveaux missiles sur Israël. Il a prévenu que les habitants de Téhéran paieront un lourd tribut. Après 2 jours de frappes mutuelles, l'Iran a été durement touché. L'aviation israélienne a réussi à atteindre le pays en profondeur et toucher ses installations nucléaires et militaires et surtout éliminer ses chefs militaires et experts en nucléaire. Ali Zamdini, expert dans les questions sécuritaires et militaires, estime que l'Iran a manqué sur le plan renseignement et n'a pas d'autre choix que de se défendre jusqu'au bout. Ali Zamdini au micro de Zainab Fès. Pour l'Iran, c'est une situation de vie ou de mort. Donc, elle n'a rien qu'à riposter, et riposter durement cette fois-ci, surtout avec les pertes énormes qui ont constitué pratiquement la richesse d'Iran
sur le plan personnel, c'est-à-dire les savants, les hauts cadres militaires. Elle n'a pas de chance que de riposter de la manière dont elle nécessite la situation. On connaît très bien que l'Iran, elle est entourée par pratiquement des frères ennemis. Devant cette situation, elle doit avoir une stratégie offensive pour écarter tout danger qui vient de ce pays-là. Israël, c'est la dernière carte d'un ennemi dans la région, donc elle essaye de déstabiliser toute la région pour être les meilleurs milliardaires dans la région. Donc c'est plus profond, c'est stratégique. La force de l'armée iranienne, avec toutes les défaillances qui ont existé sur le plan renseignement, c'est essentiellement son potentiel militaire concernant les missiles. Elle a des missiles à longue portée, et ça on le sait, aussi des moyens, surtout cette présence de missiles qui est un peu forte et très large aussi. Mais avec toutes les défaillances qu'on a vues sur le plan renseignement et sur le plan infiltration de Mossad sur le territoire iranien. Ça qui fait sa faiblesse, ça montrait aussi que sur le plan antiaérien, il y a des défaillances énormes d'un côté et de l'autre. Malgré la présence technologique américaine, mais avec ça, il y a des défaillances aussi pour l'armée israélienne sur ce plan-là, et ça explique qu'il n'y a pas de zéro faute dans les tactiques militaires. L'Iran a été entraîné dans cette guerre alors qu'elle menait des négociations avec les États-Unis sur son programme nucléaire. Israël, soutenu par les États-Unis et les pays occidentaux, sont décidés à aller jusqu'au bout. Il faut dire que depuis quelque temps, ils sont en roue libre. Mais contrairement à ce que l'on est tenté de croire, l'Iran n'est pas seul contre tous. Écoutons l'avis de Abdallah Al-Abidi, ancien diplomate, au micro de Zainab Fès. De toute façon, l'Iran peut facilement redorer son blason. Son importance stratégique dans la région, son territoire, son peuple, c'est un peuple de 82 millions, ses traditions et ses compétences. Et l'Iran, comme le disent certains experts, elle est à deux doigts d'avoir sa bombe atomique et personne ne peut l'empêcher. Elle a beaucoup plus de moyens que le Pakistan qui a déjà sa bombe. Et sa réaction a été tout à fait dans la logique des choses et elle ne s'arrêtera que quand Israël aura avoué que le pas qu'elle a entrepris en attaquant, en prenant l'initiative d'attaquer l'Iran, n'était pas sage. L'Iran n'est pas seul contre tous. L'Iran, c'est un immense territoire de fois la France, une grande population, comme d'ailleurs la Russie. Et nous savons que les Iraniens, depuis la révolution de 79, sont en train de travailler aux armements. Et nous savons que toutes les armes qui ont été distribuées par-ci par-là, Hezbollah, les Houthis au Yémen et tout ça, c'est des armes iraniennes. Pas isolé, il est seul, c'est vrai, mais on ne sait pas quel rôle jouera la Turquie. Et la Russie, c'est toute proche. Et nous savons que la Russie a promis d'aider l'Iran à développer ses armements dans tous les domaines. Et on ne peut pas dire que l'Iran était isolé. Et les frappes qui viennent de se produire là contre Israël sont particulièrement douloureuses. On va voir comment ça va se terminer. Une dépêche de dernière minute nous apprend que l'aéroport Ben Gurion, près de Tel Aviv, a été fermé jusqu'à nouvel ordre. Ce principal aéroport international en Israël a été visé dans la nuit par des tirs de missiles iraniens. Actualité nationale, la Tunisie abrite aujourd'hui et demain la première conférence Une seule santé, One Health, dans la région MENA. 17 pays dans la région et 40 responsables de haut niveau, dont 10 ministres, participent à cet événement. La conférence se tient sous l'égide du gouvernement tunisien en partenariat avec la Banque mondiale et les 4 organisations onusiennes, à savoir l'OMS, la FAO, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation mondiale de la santé animale. Cette conférence marque un tournant dans la promotion de l'approche One Health qui reconnaît l'interconnexion entre la santé humaine, animale et environnementale. Elle vise à renforcer la coopération régionale pour mieux prévenir, détecter et répondre aux menaces sanitaires émergentes. Cet événement reflète l'engagement de la Tunisie à jouer un rôle de leader dans la mise en œuvre de l'approche One Health, notamment avec l'annonce de Carthage qui englobe les grandes orientations et recommandations pour concrétiser les objectifs de cette approche. Mostafa Al-Fajani, ministre de la Santé, au micro de Hajj Ben Amar. La déclaration de Carthage aujourd'hui pour que tous les pays participants s'engagent à intégrer l'approche Une seule santé dans les politiques publiques en lien avec la santé humaine et animale et environnementale. Renforcer les systèmes de surveillance et d'alerte précoce, y compris les mécanismes de prévention, de contrôle et de réponse coordonnée entre les secteurs et les pays. Créer un centre régional Une seule santé pour l'Afrique du Nord et Moyen-Orient servira de plateforme pour l'échange de données, renforcement des capacités et la recherche de collaboration, de coordination régionale. Promouvoir une communication transparente basée sur les données scientifiques au niveau local et régional. Développer des cadres juridiques et réglementaires flexibles, soutenant l'intégration des interventions humaines, vétérinaires et environnementales. Appuyer l'adoption de l'approche Une seule santé pour mieux affronter les défis sanitaires mondiaux en renforçant la résilience de notre région
et sa souveraineté sanitaire. Cette déclaration est une invitation ouverte à tous les partenaires à s'engager avec nous pour construire ensemble un avenir durable, sain et résilient pour les peuples et l'environnement de notre région. La conférence a été marquée par le lancement officiel de la communauté de pratique One Health pour la région MENA. Cette plateforme vise à faciliter l'échange de connaissances, la coordination des actions et le développement de politiques communes pour une gestion intégrée de la santé publique. Habib Abid, ministre de l'Environnement, au micro de Ajay Benamar. Il y a une plateforme, mais on va la créer, la renforcer. La plateforme sera gérée par le ministère de la Santé en tant que leader de cette One Health. Donc, nous, on va y contribuer. La plateforme, elle va regrouper en même temps tout ce qui est administrateur, mais en même temps des chercheurs, des ONG, la possibilité d'échange d'informations. La plateforme, elle devra être nationale, mais après, elle va être au niveau des pays de l'Afrique du Nord et aller aux régions de Moyen-Orient. Et ça, on va l'agrandir. On va s'informer mutuellement. Si on observe une certaine, je ne sais pas, maladie ou des signes qui apparaissent dans d'autres pays, on devra échanger ça. On devra échanger quelles sont les méthodes qui ont permis d'enrayer ou de limiter les dégâts dans ces pays-là. Et une différente, bon, pourquoi pas avoir des chercheurs, des résultats des recherches, tout ça. Donc on peut travailler sur tout ça, sur cette plateforme pour permettre une meilleure intervention. 38% des Tunisiens non raccordés au réseau de l'ONAS et 28% des eaux usées sont rejetées dans la nature. L'urgence environnementale est criante. Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux appelle à une réforme profonde des lois environnementales et à une mobilisation collective pour stopper la dégradation de la situation de l'environnement. C'était ce matin lors d'une rencontre débat organisée en marge de la célébration de la Journée internationale de l'environnement. Inès Labiad, chef du département justice environnementale au Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, au micro de Zeynep Fess. Aujourd'hui, 38,1% des Tunisiens ne sont pas raccordés au réseau de l'ONAS. Également, 26% des eaux usées sont rejetées directement dans la nature, ce qui est également un chiffre alarmant et qui menace également soit l'environnement naturel, mais aussi la santé des habitants qui habitent à côté de ces eaux usées rejetées dans la nature. C'est aussi une catastrophe naturelle parce que ça cause des dégâts sur l'environnement naturel, que ce soit sur la faune, sur la flore, et aussi c'est une eau qui va s'infiltrer dans les nappes phréatiques, ce qui sera par la suite acheminé vers les maisons à travers les réseaux de la Sonnette ou alors dû également par des animaux qui vont être à côté de ces eaux usées. La situation environnementale en Tunisie continue à se dégrader et on appelle aujourd'hui à vraiment une révolution dans la législation environnementale et institutionnelle également pour que chacun fasse de son mieux, que ce soit le citoyen, les municipalités, le ministère de l'Environnement, les agences liées au ministère, que ce soit l'ANGED, l'Agence nationale de la protection de l'environnement, pour que chacun puisse apporter des siens pour améliorer la situation environnementale. Le secrétaire général de l'UGTT, Nourdine Taboubi, a annoncé ce matin la reprise la semaine prochaine des négociations sociales dans le secteur privé. S'exprimant lors d'un séminaire des cadres syndicaux au siège de l'Union régionale du travail à Sousse, Taboubi a assuré que le ministre des Affaires sociales ainsi que le président de l'UTICA sont ouverts à la reprise de ces négociations. Taboubi a exprimé l'engagement de l'UGTT à la reprise des négociations sociales tant dans les secteurs publics que privés en raison de la dégradation du pouvoir d'achat du citoyen. Le tourisme se porte bien dans le nord-ouest. Les professionnels s'attendent à une très bonne saison grâce à de nouvelles structures et une meilleure qualité d'accueil. Le câble de notre correspondant dans la région du nord-ouest, Jamel Tibi. L'effervescence a gagné tout le secteur touristique dans la région du Nord-Ouest où plus de 86 000 visiteurs algériens ont été déjà enregistrés lors des 5 premiers mois de 2025 contre 4 500 recensés lors de la première décade de ce mois de juin, avec à la clé plus de 8 600 nuitées passées dans les établissements d'hébergement de Tabarka-Indaham, nourrissant ainsi l'espoir chez le commissariat régional du tourisme de réaliser une saison touristique exceptionnelle favorisée par la création de nouvelles unités touristiques et surtout l'amélioration des structures d'accueil et la diversification des produits offerts aux visiteurs. Un espoir qui semble aussi gagner toutes les autres régions touristiques du pays où les indicateurs ont dit long sur les préparatifs engagés pour accueillir convenablement les visiteurs cette année, que l'on souhaite nombreux, avec une projection tablant sur près de 11 millions de visiteurs, dont un grand nombre viendront d'Algérie.
À Djerba, le nouveau projet El Jed redonne vie à l'artisanat féminin tout en renforçant l'autonomie des femmes artisanes. Portée par l'association de sauvegarde de l'île de Djerba, cette initiative célèbre un savoir-faire ancestral bien ancré sur l'île. Un projet où artisanat rime avec transmission, justice sociale et développement local. Islam Jabi, coordinatrice du projet, au micro de Maïmouna Tonsi. Le projet vise à renforcer le rôle des femmes dans l'artisanat traditionnel à Djerba. Depuis toujours, les femmes y ont joué un rôle essentiel et complémentaire à celui des hommes, participant activement à la richesse et la transmission du patrimoine artisanal local. Ce projet, il contribue à la préservation du savoir-faire inestimable de l'artisanat à Djerba et soutient aussi l'autonomisation des femmes artisanes. Donc, les objectifs du projet sont la valorisation du savoir-faire de l'artisanat féminin local, renforcer les compétences des artisanes, améliorer la qualité et la compétitivité de leurs produits et créer par la suite des opportunités de formation, de commercialisation et de visibilité à travers les campagnes de communication et des événements que nous allons organiser dans le cadre de ce projet. Le projet, il dure 6 mois. Nous allons, dans cette première phase, sélectionner 10 femmes artisanes qui sont déjà en activité et donc ces femmes, déjà, ils travaillent avec d'autres femmes dans ce domaine-là. Il y a d'autres femmes qui sont recrutées déjà avec elles et donc nous allons compter 10 emplois avec les emplois indirects, bien sûr. Actualité dans le monde de la coordination de l'action commune pour la Palestine a annoncé que des négociations sont actuellement en cours avec les autorités libyennes pour débloquer la situation et permettre à la caravane Somoud de poursuivre son itinéraire à l'intérieur du territoire libyen en direction du poste frontière de Selloum avec l'Égypte. La caravane Somoud qui est actuellement bloquée dans l'est de la Libye. Sur le terrain, le génocide des sionistes se poursuit dans la bande de Gaza. La défense civile palestinienne a annoncé qu'au moins 27 martyrs sont tombés depuis l'aube dans les raids israéliens sur plusieurs secteurs de l'enclave affamée. 8 des victimes ont été tuées alors qu'elles attendaient de l'aide près d'un centre de distribution de l'aide humanitaire. Le bilan du crash du Boeing 787 d'Air India s'est encore alourdi. Le bilan provisoire est passé à 279 morts. Les victimes sont des passagers et membres d'équipage de l'avion, ainsi que des victimes tuées au sol par la chute de l'appareil. Football, le mondial des clubs débute dans la nuit aux États-Unis en match d'ouverture du groupe A. Les géants égyptiens affrontent l'Inter Miami en Floride. Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu à 1h du matin. Le mondial des clubs durera un mois. Il se jouera dans un nouveau format à 32 équipes issues des 6 confédérations continentales de football. L'Espérance de Tunis sera le porte-étendard de la Tunisie à ce mondial des clubs. Elle est logée au groupe D. Au premier tour, le club de Bebsuiq affrontera mardi 17 juin à 2h du matin à Philadelphie les Flamingos du Brésil. Le vendredi 20 juin, il affrontera à 23h à Nashville l'équipe de Los Angeles avant de clôturer ce premier tour le mercredi 25 juin à 2h du matin à Philadelphie les Britanniques de Chelsea. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. Deuxième jour d'escalade militaire entre l'Iran et Israël. L'armée israélienne vise de nouveau les défenses aériennes et les lanceurs de missiles iraniens. Et Israël qui assure que Téhéran brûlera si elle tire de nouveaux missiles sur Israël. Et l'Iran vise de nouveau des installations militaires israéliennes. La Tunisie abrite aujourd'hui et demain la première conférence Une seule santé One Health dans la région MENA. Objectif renforcer la coopération régionale pour mieux prévenir, détecter et répondre aux menaces sanitaires émergentes. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bon après-midi à l'écoute d'RTCI.